Séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce lundi 13 janvier 2025 à 19h30 au deuxième étage du centre Olivier-Létardy, à laquelle sont présentes Mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois, et Messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire M. Gino Pouliot. Sont également présentes la directrice générale Mme Magali Lavigne ainsi que moi-même, Karine Ovington-Greffière. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 13 janvier 2025 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Merci beaucoup. Donc, d'entrée de jeu, je vais souhaiter la bienvenue à tous les gens ce soir, mais je vais aussi souhaiter une bonne et heureuse année à tout le monde, de la santé, prospérité pour l'année 2025. C'est une grosse année, c'est une année électorale également, donc je pense qu'on va vivre des sensations fortes le reste de l'année, mais ça va être des beaux défis à relever. Je vais aussi souligner la présence des gens qui nous écoutent via le Zoom. Donc, on est content d'offrir la plateforme et de permettre aux gens qui ne peuvent pas se déplacer d'assister aux rencontres des séances du Conseil. Et je vais également souhaiter la bienvenue aussi aux gens qui vont nous écouter via la télé d'ici. Toutes nos séances sont télédiffusées là, pratiquement avec la télé d'ici à tous les points. Sans plus tarder, nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte les règles de régie interne au niveau des séances du conseil municipal et que les membres en ont pris connaissance et qui renoncent à la lecture, j'aurais besoin d'un proposeur ou d'une proposeuse. Je propose, M. le maire. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 janvier 2025 tel que déposé. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Martineau, 4.1. Merci, Monsieur le maire. 4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2024, considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la dite séance, et ce, préalablement à la séance, considérant que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du dit procès-verbal. En conséquence, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2024 soit adopté tel que présenté. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à Mme Plot. Merci, M. le maire. Donc, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2024, celui de 19h. Donc, considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la dite séance extraordinaire et ce préalablement à la séance. Considérant que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal, je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2024 soit adopté tel que présenté. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.3, Mme Plot. Oui, donc adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre de la séance de 21h02. Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre, et ce préalablement à la séance. Considérant que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal, en conséquence, je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2024 soit adopté tel que présenté. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 4.4, Mme Lefrançois. Oui, merci. Alors, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2024. Alors, considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2024, et ce préalablement à la séance, considérant que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du dit procès-verbal, en conséquence, je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2024 soit adopté tel que présenté. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à nouveau à Mme Lefrançois pour la présentation des comptes généraux 5.1. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter les dépenses du mois dernier pour les montants supérieurs à 5 000 $. Donc, la MRC de la Côte-de-Beaupré, donc on retrouve là l'achat des sacs mauves, la distribution, l'incinération aussi, donc 44 439,44 $. Par la suite, nettoyage de conduits là, au Centre Olivier au complet, là, donc Clim Pro incorporé pour 7 473,38 $.
46 789,85 à la Fédération québécoise des municipalités. C'est les honoraires professionnels là, pour la rue du Couvent, de l'Église, Trépanier, puis la rue Pichette. Ensuite, Joe Drouin et Fils, donc mise aux normes pour des branchements, raccordements de 3 maisons, 14 391,14. Ensuite, laboratoire canalisation souterraine, recherche de fuite, 8 881,53. Ensuite, laboratoire d'expertise de Québec, non, c'est pas vrai, excusez-moi. Tout d'abord, le FD Jules. Donc, c'est un système de classement pour 2 salles. 24 508,19. Par la suite, laboratoire d'expertise de Québec, contrôle de matériaux, novembre 24 pour les travaux de chantier et les matériaux, 29 744,3. Ensuite, le groupe GEOS, ingénieurs et travaux de chantier aussi, donc contrôle de matériaux, 11 528,54. Ensuite, Urbatec, donc 226 heures plus rédaction, inspection, 21 447,81. Gosselin-Tremblay Excavation pour la location de la pelle camion pour un bris d'aqueduc sur la rue Paris, donc 5 789. Ensuite, les déductions à la source là, pour décembre 24, Agence de revenus du Canada, 23 150,34. Les DAS aussi pour le ministère du Revenu, donc 51 284,15. Le compte d'électricité pour plusieurs bâtiments, évidemment, appartenant à la ville, 9 597,26. Les assurances collectives pour le mois de décembre, donc Bénévent incorporé, 10 623,34. Ensuite, la Cour municipale, donc les dossiers Le Morancy, Société d'avocats, pour 12 974,94. PG Solutions, donc l'objectif de 0 papier, une belle solution qui s'en vient pour les employés qui auront apprécié ça, les citoyens aussi d'ailleurs. Donc, installation, information, 155 381,2. Ensuite, M. Guy Saint-Hilaire, honoraire professionnel pour le mois de novembre 2024, 6 315. Ensuite, Vileco, donc les collectes de nos matières résiduelles pour 31 459,56. Ensuite, SG Énergie Diesel, donc 11 294,22. Ensuite, les placements Martin Rivard Inc., donc intervention pour la rue du Couvent, 7 273,52. Et Toromont 4, de réparation mécanique pour une pelle mécanique, 5 737,61. Donc, un sous-total de 645 945,6, des salaires pour 158 627,18, pour un total, donc, pour le mois, de 804 572,24. Alors, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 31 décembre, considérant qu'en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépense doit l'indiquer dans un rapport. Je propose d'approuver la liste des comptes à payer, totalisant la somme de 804 572,24 pour la période se terminant le 31 décembre 2024, incluant les salaires, d'autoriser le paiement des comptes dus, de reconnaître que cette même liste fait foi de rapports sur les autorisations de dépenses, d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents. Merci. Donc, je sais, ils sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.2, ça concerne l'achat du matériel informatique, appropriation au fonds de roulement. Vous en avez déjà parlé dans les rencontres précédentes, qu'on allait avoir à faire l'achat de matériel. Donc, considérant que le serveur actuel de la Ville sont en fin de vie et ne répondent plus adéquatement aux besoins opérationnels. Considérant que les ratés quotidiennes causées par la lenteur et les difficultés liées au logiciel et matériel désuet nuisent au soutien approprié à l'équipe administrative. Considérant que la mise à jour des équipements est essentielle pour l'accueil et l'utilisation du système logiciel PG Solutions. Considérant que 3 nouveaux ordinateurs sont nécessaires pour remplacer les postes informatiques désuets et pour répondre aux besoins d'intégration de nouveaux collègues au sein de l'équipe administrative. Considérant que les montants nécessaires ont été identifiés comme suit, donc 3 ordinateurs nouveaux,
Pour la somme de 4 588,20 $, il y a le serveur qu'il faut changer qui coûte 13 158 $. L'installation de tout ça, 5 900 $. Donc, considérant que la ville de Château-Richer désire approprier son montant au même de fonds de roulement, je propose que la ville procède à l'acquisition du matériel informatique tel que détaillé ci-dessous, que les montants requis pour ces acquisitions totalisant 23 646,20 $ taxes en su soient appropriés au fonds de roulement, que les dépenses soient effectuées conformément aux règles d'approvisionnement en vigueur et que le remboursement au fonds de roulement soit effectué sur une période de 5 ans dont le premier remboursement s'effectue en 2025. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci, donc c'est adopté à l'unanimité. Le point 5.3, je vais passer la parole à Mme Lefrançois. Oui, alors merci, M. le maire. Donc, j'ai 2 adoptions du budget révisé à vous présenter concernant l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré, siégeant d'ailleurs, j'en profite pour le mentionner, sur le conseil d'administration de l'Office. Donc, le premier, budget révisé en date du 21 novembre 2024, considérant le nouveau document présenté, le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré, indiquant un déficit à payer par la Ville au montant de 11 238 $. Considérant que le conseil municipal se doit, par résolution, d'accepter le budget et tout budget révisé, je recommande d'adopter le nouveau budget révisé pour l'année financière 2024 de l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.4. Parfait. Alors, l'adoption du budget 2025, déposé le 28 novembre 2024, l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré, considérant le document présentant le budget 2025 de l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré, indiquant un déficit à payer par la Ville au montant de 12 073 $, considérant que le conseil municipal se doit par résolution d'accepter le budget et tous les budgets révisés, je recommande d'adopter le budget pour l'année financière 2025 de l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 6, le point 6, donc on parle de suivi des dossiers et points d'information. Je vais passer la parole à Mme Plot. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, pour débuter l'année, je vais vous partager que le Centre de généalogie a, pour une deuxième année, réalisé un calendrier photo, celui de 2025, rempli de souvenirs. C'est plus spécifiquement sur les commerçants et les entreprises de notre région. Il y a vraiment des choses extraordinaires qui se trouvent dans ce calendrier. Donc, il est toujours possible de se le procurer, soit directement au Centre de généalogie ou aussi au bureau à l'hôtel de ville sur les heures d'ouverture au coût de 20 $. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, j'ai 2 points à vous faire un suivi. Donc, à la dernière séance où on a présenté le budget qui était au 12 décembre, on nous a demandé pourquoi on ne distribuait pas, on ne mettait pas en place les documents qui est sur le budget. Donc, on a fait des vérifications, qu'est-ce qui était fait dans le passé, et effectivement, il y avait un feuillet qui était remis aux gens pour détailler les entrées, les sorties d'argent. Donc, pour le prochain budget, quand on va le présenter, on va avoir un rapport succinct qui va être remis aux gens comme qui était fait dans le passé. Puis on a vérifié, il ne faisait pas toutes les séances à toutes les années des budgets, mais nous, on va s'arranger pour le mettre à chacune des années des budgets. Il y avait une deuxième question qui nous avait été posée, mais on n'avait pas la réponse. Et quand on nettoie les trottoirs, on nettoie le chemin avec le balai mécanique où on va mettre le contenu qui est ramassé. Là. En bout de ligne, c'est amené au dépôt à neige où il y a le bassin de décantation. Donc, le bassin il est approprié puis il est fait pour justement filtrer les eaux. Il est reconnu par le ministère de l'Environnement. Puis, c'est un bassin qui était aménagé spécifiquement pour ce genre d'opération-là. Donc, ça couvre les 2 points où on n'avait pas les questions à la dernière séance, on les apporte. Je vais passer la parole à M. Roberge. Merci, M. le maire. Donc, des nouveautés dans le monde des matières résiduelles pour l'année. Donc, rappelez à tout le monde que les déchets, cette année, se passeront le vendredi. Donc, ça a toujours été le mercredi, mais un grand changement pour cette année. Donc, ça a commencé la semaine dernière, c'est aux 2 semaines, jusqu'au mois de mai. Donc, au mois de mai, on reprend, comme à l'habitude, le service à chaque semaine. Le recyclage demeure aux 2 semaines, toujours le mercredi. D'ailleurs, il y en a cette semaine. Rappelez aussi que c'est la MRC qui est en charge du recyclage. Donc, si jamais il y a des problèmes par rapport à la collecte ou par rapport au bac, on peut appeler directement là-bas ou ils ont des formulaires en ligne aussi facilement accessibles. Donc, s'il y a des problèmes avec les poubelles, par exemple, on peut appeler la ville sans problème. Rappelez aussi l'utilisation du sac mauve.
Donc, les sacs mauves vont dans la poubelle. Puis c'est important aussi de mettre seulement les matières organiques à l'intérieur. On ne veut pas autre chose que des matières organiques. Donc, la recette est simple. On l'a déjà mentionné, on leur mentionne tout ce qui se mange ou qui fait partie de quelque chose qui se mange. C'est tout. Dans le sac mauve. On rappelle aussi à tout le monde que ce qu'on met dans le sac mauve, le poids est retranché de la facture qui est envoyée à la ville. Donc, c'est pas incinéré, c'est pas envoyé après ça à l'enfouissement. Là. Donc, c'est vraiment une matière qui est revalorisée. On fait du gaz naturel avec ça, donc le principe de biométhanisation là, dans une belle usine flambant neuve là, dans le quartier Limoilou. Donc c'est là que ça se traite, puis ça s'en va après ça dans les conduites partout dans la région de Québec là, pour chauffer, éclairer plein de bâtiments. Donc on demande la participation de tout le monde, s'il vous plaît, puis on y gagne en plus financièrement. Oui. Voilà, c'est fait de mon côté. Merci. Madame Lefrançois? Oui, alors toujours dans le OMH, l'Office municipal d'habitation, si toutefois vous êtes à la recherche d'un logis pour, je sais pas, juillet, mettons, prochaine mai par exemple, je vous rappelle que OMH offre un service d'aide de recherche à logement et adapté aussi selon vos besoins. Donc, vous communiquez avec eux et eux, selon vos besoins, le nombre de personnes, si vous êtes à mobilité réduite, vont pouvoir vous conseiller, vous diriger vers des endroits spécialement pour vous sur la côte de Beaupré. Donc, il y a deux façons de faire. Le numéro de téléphone, 418-702-1318, poste 1, ou par courriel au SARL, Service d'aide recherche de logement, donc SARL, à commercial, omhcb.com. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ça conclut la période d'information qu'on avait à vous transmettre. Nous sommes maintenant rendus au point 7, qui est la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur le maire, les conseillers et conseillères. Je veux savoir pour la rue de l'église, Oui. Vu que le contrat a été comme arrêté à cause du problème du mur, le contrat de Allen, va-tu continuer ou vous retournez en appel d'offres pour... Bon, ça, on avait répondu à ça, je pense, dans les séances précédentes, mais les questions étaient importantes, puis je vais prendre le temps d'y répondre adéquatement. Là, il faut retourner en évaluation pour le mur de soutènement et après ça, une fois que les évaluations vont être faites, oui, il faut redéposer un dossier. Soit qu'il va en avoir un ou il va en avoir deux, dépendant de comment ça va fonctionner. Et tout dépendant de l'évaluation qui va être faite. Et oui, il faut retourner en appel d'offres. Donc, c'est pas nécessairement Allen qui va avoir le contrat. On n'a pas le choix parce que c'est un contrat qui va quand même valoir plusieurs millions, là. Donc, il va falloir on retourne en processus. On espère que les gens qui étaient déjà en place puissent le revoir, mais en même temps, on y va là, selon, en autant que on prend l'entreprise qui va répondre aux critères et qui va charger le moins cher. OK, fait que ça entraîne d'une manière ou d'une autre des frais pour se réinstaller, pour... Ou d'une manière ou d'une autre, le matériel qui était là a été ramassé, puis oui, il va y avoir d'autres frais d'installation, là, parce que de toute façon, les travaux vont être d'une ampleur encore plus grande qu'on pensait, là. Donc c'est sûr qu'il va y avoir du matériel, puis ça va être dans la cour de l'église. Ouais, mais c'est surtout les modes des modes, ça coûte cher. On peut calculer facilement 10%, fait que là, on va se trouver à payer 2 fois pour le déménagement d'un entrepreneur. Ben là, on a payé en réalité pour le travail qui était fait. La reddition de compte n'est pas terminée. Donc là, on attend là, que tous les fournisseurs et les gens qui sont sous-traitants soient payés là, par les entreprises qui ont eu les deux travaux. Parce qu'il y avait deux entreprises différentes avec la rue du Couvent. Puis une fois que ça c'est fait, là, il va y avoir la reddition de compte. Puis là, on pourra voir si vraiment ça va nous coûter plus cher en bout de ligne. Là, quand ils vont nous charger, là, puis quand ça va coûter en bout de ligne, on ne peut pas le dire au moment où on se parle. Fait qu'on peut pas dire on espère que ça va nous coûter vraiment plus cher. Je pense que ça va nous coûter plus cher, mais vraiment plus cher, le double, je ne sais pas, je peux pas m'avancer là-dessus, au moment où on se parle. Mais le mur risque d'être un projet indépendant de l'autre, ou vous ne savez pas encore? On va attendre de voir quand même on va faire l'appel d'offres là-dedans, là, on ne le sait pas encore. Je ne peux pas avancer. Ça peut être deux projets, comme je disais, comme ça peut être juste un, mais là, on va attendre les évaluations de tout ça. À ce moment-là, les décisions vont se prendre avec le ministère des Affaires municipales et de l'habitation aussi en même temps. OK. C'est bon? Merci. Vous pouvez venir, on répondra après. Prenez votre temps, là. Faut pas vous blesser. Michel Barry.
Alors, merci d'avoir répondu à ma question sur les matières contaminées qui sont Ok. ramassées au printemps. Ok, c'est vous qui m'en Oui, plus. c'est ça. Mais le bassin de décantation est à quel endroit? Il est en haut du terrain de tennis quand on passe sur la rue à côté du chalet Moisan. On monte sur le long de la route là, qui nous amène où c'est que le parc canin. Là. Puis juste en avant du parc canin, en réalité, le dépôt à neige est là. Et quand on monte, là, puis surtout là, il y a moins de végétation, on le voit comme il faut, le bassin de décantation, c'est qu'il est. OK, alors les matières demeurent là puis sont, Oui, ils sont acheminées dans les filtrés, sites c'est ça, d'enfouissement c'est après. filtré, là, c'est ça, par le système communautaire. C'était mis en place, là, puis approuvé par le ministère de l'Environnement, là, mais c'est là où on va porter les choses. C'est ça, parce que je pense que l'important, c'est que ça soit acheminé par la suite. J'imagine que c'est vidé à l'occasion. Ben oui, il doit y avoir un entretien qui est fait, là, je peux pas vous répondre, je sais pas, là, c'est quoi l'entretien qui est fait là-dedans, est-ce que ça doit être fait aux 4 ans, aux 5 ans, aux 6 ans, je sais pas. Je sais pour l'usine d'eau potable, on avait un bassin de décantation à cet endroit-là. Puis cette année, il y a eu un drainage, un nettoyage qui a été fait, du ramassage qui a été fait là, à ce niveau-là parce que on déterminait là, qu'il fallait le faire. Là. Fait qu'on l'a fait cette année pour l'usine d'eau potable. J'imagine pour le bassin de décantation, pour la neige, là, c'est la même chose, mais à quelle fréquence, je sais pas. Là, on ne l'a pas nettoyé encore depuis qu'on est arrivé. Là. OK, merci. Merci. Est-ce qu'on a des gens Zoom? Oui. Ben, on peut y aller avec vous, puis après ça, on ira avec le Zoom. Bonjour, Bonjour. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers. Excusez ma voix. Alors, ma question concerne... Votre nom, s'il vous plaît. Pardon, Louis Pinchot. Ma question concerne la construction d'un bâtiment accessoire au 71-68 Avenue Royale. C'est un bâtiment, enfin, c'est un projet qui est passé 3 fois devant le CCU, 3 fois ici au Conseil, en mars, avril et décembre dernier. Il s'agit d'un bâtiment accessoire tout à fait inhabituel, parce que la liste des bâtiments accessoires, quand on regarde le règlement, c'est des gazebos, des piscines, des garages, des cabanons. Bon, on s'attend à un petit bâtiment. Là, il s'agit d'un garage de 50 pieds de long par 30 pieds de large sur 2 étages. L'été dernier, comme il y avait pas mal de machinerie de l'entreprise Max Marine autour de ce bâtiment, j'ai communiqué avec M. Nicolas Audette, lui disant que j'avais l'impression que l'entreprise Max Marine allait déménager là. Il m'a répondu qu'il ferait des vérifications, mais que de toute façon, c'était impossible d'installer un commerce à cet endroit qui est zoné résidentiel. J'ai posé une question à ce sujet à la dernière réunion du Conseil. Je vous ai, Monsieur le maire, envoyé des questions. D'ailleurs, je dois dire qu'après la réunion du 3 décembre, je pense, du 2 décembre, en tout cas, on a eu un échange de courriel. Vous m'avez envoyé un courriel de la firme Urbatech signé par Mme Julius et vous m'avez certifié par courriel qu'il n'y avait pas d'autorisation pour l'installation d'un commerce et que le permis avait été délivré pour faire de l'entreposage. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est de l'entreposage commercial lié? Je vais poser mes 2 questions en même temps, ça va être plus simple. S'il s'agit de l'entreposage commercial lié à la firme Max Marine. L'été dernier, je fais un petit recul en arrière, j'ai frappé une tempête en voilier sur la côte nord et on a eu une voile déchirée. Alors aujourd'hui, j'ai téléphoné chez Max Marine pour demander s'ils pourraient réparer ma voile. Alors on dit oui, bien sûr, vous pouvez l'apporter. Alors j'ai demandé où ils étaient. Ils me disent on a déménagé, on est au 71-68 Avenue Royale à Château-Richer. Alors Max Marine, c'est une entreprise commerciale spécialisée dans la vente au détail d'équipements de voiliers, la vente de moteurs et éventuellement de bateaux, et la confection et la réparation de voiles. Alors, ma question, c'est comment se fait-il que ce dossier-là soit passé par la firme Urbatech
3 fois au CCU, 3 fois au conseil municipal, et qu'on ne sache pas que le propriétaire a l'intention d'y installer son commerce. Et je ne peux pas imaginer que le propriétaire de l'entreprise en question, qui est un homme d'affaires avisé, ait construit une bâtisse de 50 pieds de long par 30 pieds de large, de 2 étages, sans prendre toutes les informations et s'assurer qu'il pourrait effectivement installer son commerce au 71-68 Avenue Royale. Mais aujourd'hui, chez Max Marine, on me dit que Max Marine est déménagé au 71-68 Avenue Royale à Château-Richer. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez la situation. Bon, les gens, quand ils font des demandes au niveau du CCU, ils peuvent faire des demandes pour différentes choses. Okay? Donc, dans ce contexte-là, dans ce dossier-là, la demande qui a été faite, on a octroyé le permis pour faire de l'entreposage. Ça, je voulais confirmer tout ça. Si lorsqu'on a l'impression, on sait que quelqu'un est en infraction, bien, il y a un inspecteur qui va se déplacer, puis il va y avoir des avertissements, puis il va y avoir éventuellement des amendes si la personne finalement a changé la vocation de sa demande de son permis initial qui est accepté parce qu'il est non conforme, puis dans une zone où il n'est pas permis de faire d'un commerce, il ne pourra pas le faire. Là. Il va y avoir des amendes qui vont être faites, puis il va être obligé de cesser ses activités de commerce, si c'est le cas. Okay? Donc, on va faire des vérifications, puis on va faire aussi nos devoirs par rapport à ça, mais c'est la réponse que je peux vous donner au moment où on se parle. La demande qui a été faite, elle était conforme, elle était acceptée, puis on lui a émis son permis, mais pour une raison bien précise, puis on vous l'avait déjà expliqué, vous l'avez confirmé tout à l'heure que je vous avais répondu là-dessus. Donc, c'est comme ça qu'on va agir dans le dossier. Est-ce que la demande d'entreposage, si je comprends bien, c'est ça qui avait été fait, oui, était explicitement lié à l'entreprise Max Marine? Mais les gens peuvent entreposer, s'ils font une demande d'entreposage, en autant qu'il n'y ait pas un commerce sur place, c'est correct. Là. Tu peux entreposer des choses dans une grange ou dans un garage, en autant qu'il n'y ait pas de commerce, c'est une zone, c'est résidentiel. Mais là, vous nous dites aujourd'hui que vous avez pris acte aujourd'hui qu'il y avait un commerce effectivement là. Donc, on va faire nos vérifications par rapport à ça. Puis si effectivement il y a un commerce, il va y avoir des interventions qui vont être faites de notre côté. Merci. C'est beau. Puis il y a le Zoom? Oui. Alors, première question de M. Samuel Roberge. Oui. Donc, bonne année à toute l'équipe Gino Poulette Agir Ensemble. Voici ma question. Si ma maison vaut 100 000 en 2025 et elle en valait 100 000 l'an dernier, mes taxes monteront-elles ou descendront-elles ou demeureront pareilles? Mais si sa maison vaut plus, c'est sûr qu'il va payer plus cher de taxes. Donc, c'est la bonne et la mauvaise nouvelle parce qu'on veut tous que nos valeurs, nos maisons prennent de la valeur parce que l'immobilier, on sait que c'est un investissement, donc c'est ça qu'on souhaite. Et oui, il va y avoir une augmentation de sa taxe parce qu'il y a 25 000 de valeur de plus. Donc, c'est un montant d'argent par tranche de 100 $. Puis comme on l'a dit lors de la présentation du budget, ce niveau de taxation résiduelle-là, nous l'avons baissé de 0,59 à 0,56. Je vais en chiffron, là. Donc, on a baissé le taux de taxation pour qu'il y ait un impact moins grand dû au rôle d'évaluation municipale qui était assez important, qui était à 24,77 %. Et on a réduit par des projets qu'on a échelonnés et par le fait qu'on a réduit le taux de taxation de la taxe résiduelle, ça fait en sorte que l'impact va être moins grand sur sa valeur de la maison. Voilà. Là, il m'écrit précisément, c'est pas ça ma question, à valeur égale. À valeur égale. À valeur égale, ben là, parce que là, il nous a posé une question en mettant une valeur supérieure de 25 000 $. S'il dit qu'il est à valeur égale, ça veut dire que sa maison valait 100 000 l'année passée, puis elle va encore 100 000 cette année. C'était ça la question, oui. OK, bien, parce qu'on m'a dit 125 000, j'ai compris 125 000 tout à l'heure. Ouais, Mais si c'est 100 000 pour 100 000, ta taxe va baisser. Parce qu'on a baissé le taux de taxation résiduelle de 0,59 à 0,56 par tranche de 100 $. Et là, donc, il va payer moins cher de taxes. Il attend un petit peu. Y a-t-il d'autres questions sur le Zoom? Oui. OK, allez-y. Oui. Je vais vous inviter après. Allez-y. Donc, question de M. Claude Véraud. Voici ma première question. Monsieur le maire, bonsoir et bonne année 2025. En décembre dernier, on apprenait la cessation des activités du train de Charlevoix, faute de subvention.
Si la voie ferrée n'est plus utilisée par le train, est-il raisonnable de penser qu'elle puisse servir d'assise à la piste cyclable projetée sur la côte de Beaupré, ce qui du coup maintiendrait la vocation touristique de cette infrastructure? Où en est au juste l'état d'avancement du projet de piste cyclable? Le projet d'avancement de la piste cyclable tient compte du fait que le train passe toujours là et qu'il est toujours, est toujours en fonction. Des fois, il y a des subventions qui sont coupées, mais il y a du financement qu'on est capable d'aller chercher autrement. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion, à ma connaissance, avec Chemin de fer de Charlevoix. Pour la municipalité, il n'y en a pas eu. Et pour la MRC non plus, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'intervention à ce niveau-là. On va attendre de voir au printemps parce que le chemin reprend toujours fonction au printemps. Donc, on verra d'ici ce temps-là si Chemin de fer Charlevoix, là, malgré les annonces, vont chercher des subventions autres que celles qu'ils recevaient habituellement. Fait qu'on verra rendu là. Puis s'il y a des choses à se faire, bien, on va l'évaluer et on ne mettra pas rien de côté. Là. J'avais 2 autres petites questions, je ne sais pas si... Oui, tout de suite, parfait. Donc, une deuxième question de M. Samuel Roberge. Considérant que l'on estime la construction de la piste cyclable à un budget de 20 millions de dollars et que le tracé projeté est tortueux et loin d'être optimal, avez-vous considéré la traque de chemin de fer qui est désormais à l'abandon? Je viens de répéter. Je viens de le dire à M. Véraud, donc c'est la même réponse. On ne mettra pas aucune possibilité, les hypothèses de côté. Il faut regarder, puis en même temps, il y a du partenariat qu'il y a à faire. Fait qu'il faut regarder l'intérêt de tout le monde là-dedans. Puis, ils n'ont peut-être pas de subvention cette année, mais ils ont peut-être d'autres projets pour les années qui s'en viennent. Donc, ça, on ne le sait pas, on ne peut pas répondre à leur place. J'ai une question de M. Jimmy Saint-Hilaire. Oui. Le Mont-Champagnat va avoir combien de condos ou appartements si le projet se réalise? 1, le projet va se réaliser. Puis 2, ça c'est plus le Mont-Champagnat, mais c'est le quartier Richer que ça s'appelle. Puis on va nommer tout à l'heure le nom de la compagnie qui est propriétaire de cet établissement-là aussi. Et on avait parlé d'une première section à 109, 109 bâtiments, puis l'autre côté, je pense qu'il y en avait 30. En tout cas, ça va être aux alentours de 130, 139 nouveaux appartements qu'il va y avoir. Avant, il y en avait pas loin de 220. Là. Donc là, ils vont refaire l'intérieur, parce que ce qui est accepté par le PPC-moi, c'est de refaire la possibilité de changer la vocation. Et à l'intérieur, il va y avoir moins d'appartements qu'il y en avait. Mais il va peut-être y avoir autant de résidents, de personnes qui vont habiter là, mais il va y avoir moins d'appartements. Puis ils vont être adaptés pour des logements, là, pour répondre à des besoins de personnes ou de familles, des choses comme ça. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui vont être retraités, ni des semi-retraités. C'est ouvert à... Ça va être... Comment je vois ça? C'est mix. C'est mix. J'ai une dernière petite question de M. Saint-Hilaire, Jimmy Saint-Hilaire. Quelle est l'augmentation des taxes pour 2025? L'augmentation des taxes pour 2025, M. Saint-Hilaire était présent à la présentation le 16 décembre, à moins que je me trompe. Et on avait annoncé qu'il allait avoir une augmentation de 10,77, comme j'ai répondu tout à l'heure à quelqu'un d'autre. Mais c'était le rôle d'évaluation était à 24,77. Et nous, on a réussi à baisser le taux là, de l'impact du rôle d'évaluation de 13,95, ce qui nous amène à 10,77. Puis je l'ai dit tout à l'heure, on a échelonné des projets sur une plus longue période. Puis on a aussi été joué dans le taux de taxe résiduelle qui passe de 0,59 à 0,56. Donc le taux de taxe par 100 $ est moindre. Puis on se rappellera en 2004-2005, le taux de taxe résiduelle est à 1,30 $. Et là, on est rendu à 5 à 0,56 $. Fait que ça diminue pas mal depuis 2004, en 20 ans. Puis les villes en moyenne, ça joue autour de 0,77, 0,85, 0,90 $. Fait que quand on dit qu'il faut ajuster les choses puis être au même niveau, là, puis être capable d'avoir une viabilité à moyen-long terme, là, c'est ce qui se passe ailleurs. Fait qu'on est pas mal en deçà. Monsieur Maurice. Bonsoir tout le monde, Monsieur le maire. Je suis citoyen depuis 2001. Votre nom, s'il vous plaît. Martin Belin, c'est bon. On parle de taxation, taux d'évaluation foncière. Je suis allé à Merci, j'ai fait mes devoirs, et puis, à ma belle surprise, ça a augmenté de 33%. Bon, en affaires, c'est qu'une maison, oui, ça prend la valeur, mais elle n'a pas de valeur tant que longtemps qu'elle ne vend pas la maison. Fait que, du moment que tu l'achètes, du moment que tu vends, tu payes ton hypothèque, tout tranquille.
ils m'ont dit que les maires s'assoient sur la table à la MRC. Je sais que vous travaillez fort pour les citoyens, M. le maire, tout comme les conseillers. Est-ce moyen de réévaluer ça, ces évaluations foncières-là, pour l'ensemble des citoyens de la Cour de Beaupré? On parle de 30, ouais. Moi, c'est 33%, mais j'ai parlé à d'autres personnes, ça peut varier entre 30 et 33% la braquette d'évaluation foncière, d'augmentation de l'évaluation foncière. On baisse la taxation, la taxation municipale la baisse un peu, mais la gap, on parle d'une méchante marche, là. On parle de 33%. On parle, mettons, d'une maison de 230 000 à 312 000, 72 000 d'augmentation. Bon, il y en a qui sont à sa retraite, ils ont des revenus fixes. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire pour payer les taxes municipales? On comprend que le coût de la vie a augmenté, puis il n'y a pas personne qui est à l'abri de rien, puis on en fait toute partie, là. Puis le taux de taxation, le rôle d'évaluation municipale, les gens, là, on va envoyer à la maison là, pour la fin janvier le nouveau compte de taxes. Et les gens vont pouvoir intervenir, puis on va mettre la démarche, qu'est-ce qu'il faut faire aussi. Là. Les gens qui pensent que leur maison vaut moins, ils vont pouvoir être surévalués ou sous-évalués, parce qu'il y a des gens des fois qui interviennent et disent, ben, hey, elle est sous-évaluée ma maison. Ben, ils vont pouvoir appeler à la MRC puis contester leur évaluation municipale. Puis il y a une procédure à suivre, puis ils doivent la faire. L'ensemble des municipalités et villes doivent faire évaluer leur maison ou leur propriété aux 3 ans environ. Puis en cours de route, il y a des choses, il y a des propriétés qui vont changer de valeur parce qu'il y a de la restauration, il y a des rénovations qui sont faites. Et c'est entre 2 rôles d'évaluation, des fois il y a des augmentations quand même qui vont se faire. Donc c'est comme ça partout, c'est comme ça partout dans toutes les villes. On sait que la pandémie a amené une surenchère, puis ça a fait augmenter la valeur des maisons. On sait qu'à un moment donné, puis il y en a eu des valeurs mobilières en 87 où il y a eu de l'inflation, puis il y a eu de la surenchère au niveau des valeurs des maisons. C'est cyclique, ça arrive. Là, c'est arrivé post-pandémie, puis on est comme ça, on est pogné là-dedans, puis on fait partie du package, mais il va y avoir un plateau probablement après d'une dizaine d'années. C'est un peu ça le cycle économique là, au niveau de la valeur des maisons. Fait qu'on pense que ça peut se stabiliser, mais encore là, il n'y a pas de devin autour de la table ici. C'est des choses par notre expérience de vie, qu'on voit ça comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. J'ai voyagé beaucoup. J'ai desservi le Québec au complet. Puis une des régions où les maisons étaient le moins hautes, là, puis c'était connu de tout le monde, c'est Trois-Rivières. Mais cette année, Trois-Rivières, leur évaluation, c'est 110% d'augmentation. Vous comprenez? Fait qu'ils ont eu la chance pendant des années d'être évalués d'une certaine façon. À un moment donné, le marché s'ajuste aussi. Là. Puis à d'autres places, c'est 60%, à d'autres places, c'est 55%. Fait que les maisons ils ont augmenté, puis entre autres dû aux événements de la pandémie. Puis il y a eu de la surenchère, puis les maisons sont mises à vendre. Fait que c'est sûr, ça a un impact, mais on doit composer avec ça aussi en même temps. Puis nous, ben, on a travaillé fort, toute l'équipe ensemble, administrative, politique, pour aller chercher un espèce d'équilibre dans tout ça malgré tout. Donc, on a fait l'effort qu'on avait à faire, puis on est arrivé à ce montant-là. Et maintenant, ça, on peut plus toucher à ça, c'est voté puis c'est fait, mais les gens peuvent quand même aller voir auprès de la MRC, là, puis de revoir leur rôle d'évaluation, puis s'ils ne sont pas d'accord parce qu'elle est trop basse ou trop élevée, mais d'aller le contester aussi. Là. Il y a une procédure légale à faire. Ça vous va? Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions au niveau du Zoom? C'est complet? Oui. Donc, je viens de terminer la période de questions, la première partie de la période de questions. Nous sommes maintenant rendus au point 8, qui est l'adoption du règlement. Donc, je vais passer la parole à M. Roberge. Merci, M. le maire. Donc, 8.1, adoption du règlement 627-24, modifiant le règlement 589-20 relatif à la gestion contractuelle. Considérant que le règlement 589-20 sur la gestion contractuelle a été adopté par la Ville de Château-Richer le 7 décembre 2020. Considérant que la loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives, de même que la loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions, modifie certaines dispositions de la loi sur les cités et villes relativement à certaines mesures qui peuvent être adoptées par les villes dans leur règlement de gestion contractuelle. Considérant qu'il est nécessaire de modifier le présent règlement de gestion contractuelle pour ajouter les dispositions rendues obligatoires par ces lois et pour y rajouter des mesures facultatives en matière d'octroi de certains contrats à un fonctionnaire ou un membre du conseil de ville lorsque les conditions applicables sont rencontrées. Considérant que l'avis de motion a été préalablement donné lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2024 et que le projet de règlement a été présenté et déposé à la même séance.
Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance ordinaire de ce 13 janvier 2025, et considérant que des copies du règlement sont disponibles et à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je propose donc d'adopter le règlement 627-24 qui modifie notre règlement 589-20 relatif à la gestion contractuelle. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.1, je vais passer la parole à M. Martineau. C'est M. le maire. 9.1, approbation au PPC mois. Résolution finale. Usage multifamilial, 9 logements et plus. Pour l'adresse, le 7141 Avenue Royale, qui, dans le fond, c'est l'ancien bâtiment Mont-Champagneau qui devient quartier Richer. Considérant qu'un second projet de résolution 2024-1612-365 a été adopté à la séance du 16 décembre 2024, considérant qu'aucune demande n'a été reçue pour la tenue d'un référendum à la suite de la publication de l'avis public à ce sujet, considérant qu'un premier projet de résolution 2024-04-11-309 a été adopté à la séance du 4 novembre 2024, considérant qu'une consultation publique sur le projet s'est tenue le 9 décembre 2024, considérant que le groupe Jafaco Gestion Incorporée, propriétaire du 7141 Avenue Royale, a déposé une demande pour convertir le bâtiment existant en multifamilial de 9 logements et plus, laquelle demande a été soumise au CCU pour recommandation, considérant qu'un tel changement d'usage est soumis au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, mieux connu sous le nom de PPC mois, numéro 598-22, conformément à l'article 3.1, considérant que le projet consiste à la conversion de la résidence pour personnes âgées existantes ayant cessé ses activités en janvier 2024 en habitation multifamiliale d'environ 160 logements, considérant que le changement d'usage proposé respecte l'ensemble des critères applicables, considérant que lors de la réunion du 22 octobre dernier, le CCU a émis un avis favorable quant à la demande d'autorisation de l'usage résidentiel de haute densité sur le lot 4 582 875 portant l'adresse 7141 Avenue Royale aux conditions suivantes, qui sont que les unités de logement doivent être à l'intérieur du bâtiment existant, que l'ensemble des normes applicables à cet usage soient respectées, que la présente résolution soit approuvée conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'usage résidentiel de haute densité sur le dit lot, et ce, en respectant les conditions émises par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, pour corriger ma réponse tout à l'heure de 139, dans la résolution, c'est 160 logements. Là. On n'était pas trop sûr, puis ça a changé quelques fois dans les discussions, mais c'est 160 logements. Le point 10.1, Mme Lefrançois. Oui, merci, M. le maire. Donc, embauche de coordonnateurs en loisirs, culture, patrimoine et développement aussi. Donc, considérant que la Ville de Château-Richer a procédé à l'ouverture d'un poste de coordonnateur en loisirs, je dois compléter dans le fond, là, culture, patrimoine et développement. Considérant que ce poste est essentiel pour la gestion des infrastructures culturelles et communautaires, la coordination aussi des projets stratégiques et le développement d'une vision innovante pour la Ville, considérant que M. Martin Pouliot possède les compétences, l'expérience et les qualifications nécessaires pour assumer les responsabilités de ce poste, et je souligne ici, fort important, que M. Pouliot n'a aucun lien, de près ou de loin, avec M. le maire. C'est tout à fait un hasard. C'est une grande famille. C'est très important. Alors, considérant la recommandation positive du comité de sélection à l'égard de M. Martin Pouliot, considérant que le conseil municipal est en accord avec cette recommandation, je recommande que la Ville de Château-Richer procède à l'embauche de M. Martin Pouliot à titre de coordonnateur des loisirs, culture, patrimoine et développement, que M. Gino Pouliot, maire, et Mme Magali Lavigne, directrice générale, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail avec M. Martin Pouliot. Que cette résolution prenne effet
dès son adoption. Merci beaucoup. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.2, M. Richard. Merci, M. le maire. Embauche d'un greffier. Considérant que la Ville de Château-Richer a procédé à l'ouverture d'un poste de greffier, considérant que le processus de sélection mis en place afin d'évaluer les candidatures reçues, considérant que la recommandation positive du comité de sélection à l'égard de M. Edine Goussick, considérant que le conseil municipal est en accord avec cette recommandation, considérant que les dispositions pertinentes du Code municipal et de la loi sur les cités et villes qui définissent les responsabilités du greffier, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de M. Edine Goussick à titre de greffier à compter du 20 février 2025 et d'accorder à M. Goussick, en tant que greffier, les pouvoirs et responsabilités légales qui lui sont conférés par les lois et règlements en vigueur, incluant, sans s'y limiter, l'autorisation de signer pour et au nom de la Ville les documents officiels requis dans l'exercice de ses fonctions, tels que les résolutions, règlements, contrats et autres actes légaux, d'autoriser M. Edine Goussick à titre de greffier à représenter la Ville auprès des instances administratives et judiciaires et à agir avec l'autonomie nécessaire dans l'exercice de ses fonctions, telles que prescrites par les lois applicables, que M. Gino Pouliot, maire, et Mme Magali Lavigne, directrice générale, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail avec M. Goussick et de procéder à l'embauche de M. Goussick à titre de greffier. Que cette résolution prenne effet dès son adoption. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.1, M. Roberge. Merci, M. le maire. Donc, proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge », considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens, je propose donc que le Conseil de la Ville proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de la municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Merci beaucoup. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à Mme Plot pour le 11.2. Merci. Donc, 11.2, couverture cellulaire. Considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et visiteurs, considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant son importance pour la qualité de vie des citoyens et le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte où l'automatisation devient une solution incontournable face à la pénurie de main-d'œuvre. Considérant que des services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, aux services de santé et aux interventions de sécurité publique et qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones à couverture limitée ou en itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants. Considérant que la procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la CRTC, impose des conditions de licence aux fournisseurs de services cellulaires, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés d'un autre fournisseur lorsque un service est disponible. Considérant que cette même procédure n'oblige toutefois pas les fournisseurs à solliciter les services d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistence dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure. Considérant que le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région. Considérant que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul fournisseur limite l'accès pour d'autres et constitue un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population.
En conséquence, je propose de demander au Parti libéral du Canada, Parti conservateur du Canada, au Nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence des sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. De transmettre une copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, responsable de la réalisation de l'engagement gouvernemental d'assurer le service cellulaire dans la totalité du territoire habité dans le présent mandat, et de transmettre copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, notamment Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. Merci. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.3, qui est l'attestation de réalisation de travaux, programme d'aide à la voirie. Donc, considérant que l'existence du programme d'aide à la voirie, le volet projet particulier d'envergure ou supra-municipaux, considérant la volonté du conseil municipal de bénéficier des programmes d'aide pour effectuer des travaux de remplacement d'un ponceau dans le secteur du chemin Dion. Les travaux ont déjà été exécutés de toute façon. Considérant que le dépôt du dossier qui était fait en 2022 dans le cadre du programme et que les travaux ont impliqué du rechargement granulaire et un remplacement d'un ponceau, considérant qu'une attestation de réalisation des travaux doit être acheminée au ministère du Transport. En conséquence, je propose de signifier au ministère du Transport du Québec que les travaux décrits dans le dossier ont été complétés, réalisés, soit du recharge granulaire et le remplacement du ponceau dans le secteur Dion. Donc, on doit faire une reddition de compte pour avoir le remboursement là, pour la subvention qui va entrer. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.4, Madame François. Oui, merci. Alors, adhésion à la FQM 2025. Alors, en conséquence, je propose d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Château-Richer à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2025 au montant de 4 363,24 plus les taxes applicables. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, M. Martineau. Merci, M. le maire. Dans les correspondances, le conseil là, a reçu et a pris connaissance d'un mémoire là, qui a été rédigé par M. Gilles Huot, qui est membre là, qui fait partie du Centre de généalogie des archives des biens culturels de Château-Richer, concernant là, un projet de mise en valeur de place de l'église. Merci. Donc, on confirme la réception de cette correspondance-là. Le point 13, il n'y a aucun point à ajouter au nouveau varia. Et le point 14, c'est la deuxième partie de la période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a répondu aux questions aussi dans la salle. Est-ce qu'on en a sur le Zoom? Oui. Donc, Samuel Roberge, Monsieur le maire, comme les occupants d'une maison qui... Attendez, je recommence. Comment les occupants d'une maison qui avait une valeur égale en 2024 et en 2025 peuvent payer moins de taxes qu'après l'augmentation de taxes que votre équipe et vous avez voté? Ben, je l'ai expliqué tout à l'heure. Le rôle de l'évaluation était de 24,85 % environ. On avait des projets qu'on voulait faire durant l'année, donc on fait en sorte qu'on reporte ces projets-là, qu'on les échelonne sur un plus long terme, donc on va dépenser moins d'argent durant l'année. Et après ça, pour réduire encore l'impact du 24 %, on est allé jouer dans le taux de taxation résiduelle, qui est la valeur marchande, le taux de taxe qu'on met sur la valeur marchande de votre maison. Donc, c'est en fonction de tranches de 1 200 $. Donc, nous sommes présentement, nous étions à 0,59, nous l'avons réduit à 0,56, qui fait en sorte que le rôle de l'évaluation municipale vient de baisser en bout de ligne. Donc, ça fait en sorte que l'impact va être de 10 %, environ de 10,77 % sur votre taux. Mais la maison demeure, c'était une maison à 100 000 puis elle restait à 100 000. On a baissé le taux de taxation. Ce qui fait en sorte que cette personne-là est en bas du coût moyen d'une maison. Une maison moyenne, en 24, était aux alentours de 252. La même maison moyenne, en 2025, est à 314 000. Donc, lui, sa maison est à 100 000. C'est pour ça que je dis que ça va lui coûter moins cher.
Le calcul est comme ça. S'il avait été dans la moyenne, ben là, il y aurait peut-être une petite augmentation quand même, parce que la valeur de sa maison. Mais lui, il me parle d'une maison de 100 000. Donc, il reste à 100 000. Elle vient de baisser sa maison, elle n'a pas augmenté, puis on a baissé le taux de taxation. Fait que cette personne-là va être avantagée. Alors, une question de M. Jimmy Saint-Hilaire. À une séance du conseil antérieure, je vous ai demandé si vous aviez fait l'exercice de combien ça nous coûterait collectivement lors du dépassement du 5000 habitants. Vous venez de me dire que l'ancien Mont-Champagnat aurait environ 130 nouvelles habitations. Si on estime que 2 personnes vont vivre par habitation, ça fait 260 personnes de plus dans notre ville qui compte environ 4650 personnes. Si on y additionne le 260, on se retrouve à 4910 habitants. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de faire l'exercice des coûts pour les citoyens lors du dépassement du 5000 habitants? Ben, les coûts, on les a expliqués lors du budget. M. Saint-Hilaire était présent encore une fois à cette rencontre-là. Et on expliquait aux gens qu'il y avait un impact au niveau... c'est en fonction du RFU en réalité. La taxation au niveau de la Sûreté du Québec, elle est pondérée en fonction de la valeur des maisons de chacune des villes dans une MRC. Donc, il y a une règle de 3 qui s'applique. Et à ce moment-là, comme la RFU augmente, la valeur des maisons augmente, ça augmente le taux de taxe. Donc, on sait cette année que les taxes qu'on a eues pour la Sûreté du Québec, c'est, je dirais, une trentaine de mille dollars qu'on a augmenté. Mais le dernier rôle d'évaluation n'est pas pris en considération parce qu'on prend les 5 dernières années. Le nouveau rôle va rentrer en vigueur au mois de janvier. L'année prochaine, on va voir un peu l'impact que ça va donner. Et là, on pourra toujours dire un peu qu'est-ce que ça va coûter après pour cette portion-là. Puis lorsqu'on va arriver à 5 000 citoyens, on a expliqué aux gens aussi lors du dépôt du budget qu'il y avait aussi une cote-part qui va passer de 2 points quelques à 3 parce qu'on passe de 5 000. Fait que le 5 000, il vient changer la cote-part, qu'est-ce qu'on va payer comme cote-part, ça vient juste changer ça. Mais l'impact majeur par rapport à la Sûreté du Québec, c'est vraiment les valeurs des résidences dans une ville. Bon. Après ça, on a dit qu'il y allait avoir aussi des obligations qu'on va avoir au niveau de la bibliothèque. Au niveau de la bibliothèque, on reçoit présentement des sous du réseau parce qu'on est 5 000 et moins. Depuis des années, les bénévoles de la bibliothèque font de la vente de livres, ils achètent des livres, ils font du renouvellement de ces livres-là. Ils achètent 400 000, 6 000 $ de livres par année et la ville aussi en achète avec eux autres. Pour s'assurer d'avoir une bonne quantité de livres à offrir à nos citoyens puis aux jeunes de l'école primaire qui viennent beaucoup solliciter la bibliothèque. Donc, on est en train déjà de travailler sur le renouvellement et d'avoir un bon volume de livres dans la bibliothèque. Et c'est sûr que présentement, vu qu'on est 5 000 et moins, il y a un renouvellement qui se fait avec l'aide du réseau bibliothèque. On va toujours faire partie du réseau bibliothèque, on va toujours avoir du support de l'autre côté, de ce niveau-là, mais il y a des frais qui ne seront plus couverts, entre autres l'achat de livres, et on est déjà on est en mode là-dedans par rapport à ça. Fait que l'impact financier demain matin, elle ne sera pas là, pas autant qu'on peut le présumer, mettons. Puis c'était pas l'autre enjeu. Les avis publics et puis les avis. Ah, les avis publics, bien là, c'est sûr qu'on n'avait pas de coût pour les avis publics, puis là, on va avoir des coûts, fait que ça peut coûter 1 1500, 2000 $ de plus de frais par année. Donc là, vous avez pas mal un coût là, de 2000 $ qu'on sait que ça va coûter parce qu'on n'a pas le choix de le faire. Puis le reste, c'est en fonction de la valeur des maisons qu'on ne connaît pas. Fait que faut pas présumer de quelque chose que je ne sais pas. Et il ne faut pas oublier qu'avant que le Mont-Champagnat, la RPA ferme, on était à 4700, presque 80 personnes à Château-Richer. Donc on va revenir un peu avec l'ouverture du quartier Richer, à peu près à la même affaire. Donc, on ne paniquait pas avant, on ne peut pas paniquer aujourd'hui encore à cause de ça. Là. Puis l'autre affaire, il y a des gens, il y a à peu près sur la côte de Beaupré 100 personnes qui prennent leur retraite par année. Mais ça fait en sorte, pour remplacer ces emplois-là, ça amène environ 60 personnes par année sur la côte de Beaupré. Fait que là, il y en a qui viennent s'établir à Château-Richer, il y en a qui vont s'établir à Bois-Châtel, à Beaupré, peu importe, mais ça amène des gens. Puis le taux de natalité, on n'a pas le contrôle sur ça non plus, mais ça vient avoir un impact aussi sur le fameux 5000, vu qu'on est à l'orée du 5000.
il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Là, on l'explique aux gens déjà, mais on est là. Bon, ça fait partie de la vie. Puis on se prépare à ça, puis on regarde en avant, puis on veut pas que les gens... On aime mieux en parler aux gens, puis l'expliquer pour pas que les gens soient inquiets. Puis c'est des choses qui vont arriver, puis il va y avoir des petits changements au niveau électoral. Et on va fonctionner par secteur aussi. Puis les coûts vont être plus élevés probablement à cause de ça aussi. Puis on a déjà de l'argent qu'on met de côté avec la nouvelle loi depuis les dernières élections. Fait qu'on a l'argent pour cette année. L'argent est déjà dans les coffres là, pour faire les élections. Donc, avant ça, il fallait puiser dans le budget un 40 000, mais là, on l'a déjà, l'argent. Donc, puis ça en prend un petit peu plus, mais on en mettrait un petit peu plus dans les années qui s'en viennent, justement pour pas avoir de surprises par rapport à ça. Donc, il n'y aura pas d'autres... il n'y a pas d'autres squelettes dans le placard. Je peux me permettre. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Parfait. Oh, attendez. Oh, oui. Oui, je viens de faire une deuxième de M. Samuel Roberge. Monsieur le maire, vous nous avez dit que le mur de soutènement avait subi une inspection visuelle. Êtes-vous déjà allé le voir? N'importe qui aurait pu dire que le mur était fini. Pourquoi avez-vous entrepris des travaux là, alors qu'il était évident qu'il serait arrêté? Le mur de soutènement, ben, pour certaines personnes, il y a des gens, je dirais, qui ont peut-être des connaissances plus pointues que d'autres. Ils sont capables de voir des affaires que d'autres n'ont pas vues. Mais nous, on a expliqué un peu tous les projets qu'on fait, puis qu'on a à faire comme municipalité. On doit les faire en conformité avec les règles et le fonctionnement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et ça, il n'y a pas de personne d'autre ici dans la ville qui peut jouer le rôle que le ministère a à jouer, puis nous, nos obligations envers le ministère. Donc, quand le ministère nous demande de faire des études pour avoir droit aux subventions, on fait des études qu'on doit faire avec les spécialistes appropriés pour chacune des études qu'il y a à faire, parce que chacun a son expertise en milieu hydrique, en toutes sortes de choses au niveau des terrains, des ponceaux, des infrastructures, il y en a de toutes des sortes, puis il y en a, ça prend des connaissances, des expertises différentes. Donc, on doit aller faire des expertises. L'expertise qui a été faite à l'époque, il y avait une expertise qui était faite visuellement. On a eu un rapport et on s'est pied sur le rapport, mais quand on est venu et on a creusé, on s'est rendu compte qu'en arrière, il y avait beaucoup plus d'infiltration d'eau, puis il y avait une dégradation des matières qui étaient là et tout ça, ce qu'on ne voyait pas à l'inspection visuelle. Là, on se rend compte avec cette inspection-là que la prochaine inspection va être plus que visuelle. Il va falloir aller plus loin et aller voir plus loin à ce niveau-là. Et on est déjà en train de discuter avec le ministère, avec la FQM, qu'on a parlé encore hier, par rapport à ce dossier-là. Et on est en train de mettre en branle l'évaluation qui va se faire. On a même donné le mandat d'aller au SEAO là, pour aller en appel d'offres, pour aller chercher des experts qui vont venir soumissionner. Puis il ne faut pas oublier que la dernière fois que la soumission a été faite pour un SEAO, pour aller en appel d'offres, pour évaluer le mur, on avait eu un retour aussi de personnes qui s'étaient portées volontaires pour l'évaluation. Donc, on n'avait pas eu le choix de prendre cette entreprise-là. On espère que cette fois-ci, on va en avoir plus. Et on va suivre le dossier. On suit le dossier de près. On est vigilant par rapport à ça. Donc, on travaille en conséquence. Oui, quelqu'un qui voulait intervenir. Moi, j'ai une petite intervention, si vous me permettez. Oui. Je me questionne ici, mettons, parce que là, il dit qu'il fallait aller voir. M. Pouliot, il fallait aller le voir, puis tu l'avais vu direct. Mettons que M. Pouliot va directement. Il dit, le mur, ça n'a pas de bon sens. Moi, je le trouve plus magané qu'il l'est. Mais là, lui, l'ingénieur, il dit, t'es correct. Fait que là, on fait l'inspection, puis il paye 25 000 de plus. 30 000 de plus pour faire plus d'études. Parce qu'il lui dit, elle ne file pas. Puis finalement, l'ingénieur qui était spécialisé là-dedans, il avait raison. Comment ça allait virer? Ça aurait mal viré, parce qu'il aurait dit, mais M. Pouliot, vous n'avez pas les compétences requises pour évaluer ce mur-là, même si vous, avec votre œil, vous êtes capable. Là, c'est en plein ça. ça aurait mal paru. On est pogné un peu en table de l'écorce, on doit se fier aux experts avec lesquels on fait affaire, puis on n'a pas le choix, puis il y a des procédures à suivre, puis si on va avoir les subventions, on doit suivre les procédures. Que ça fasse notre affaire, que ça ne fasse pas notre affaire, comme moi je connais ça plus que quelqu'un d'autre. Il y a des milieux, il y a des secteurs où des gens, où on doit faire le réseau d'aqueduc et d'égouts. Il y a des gens qui me disent, je travaille là-dedans au ministère, je connais le travail, je peux vous aider. Merci beaucoup de votre offre, mais on ne peut pas prendre votre expertise, même si c'est peut-être vous un jour qui aurez eu ce contrat-là.
Là, selon le processus d'appel d'offres, on doit fonctionner comme ça. Donc, on n'a pas le choix de procéder ainsi. Ça occasionne des coûts, mais si on ne le fait pas, on n'aura pas les subventions et on ne pourra pas faire des projets. C'est aussi simple que ça. Fait qu'on peut bien inventer toutes sortes d'affaires, puis supposer des affaires, puis essayer de chercher des cadavres dans le... Il n'y en a pas de cadavres dans le garde-robe, là. Arrêtons de sortir des épouvantails, là, il n'y en a pas de ça, là. Fait que j'espère qu'on répond le mieux possible aux questions des gens. On veut que les gens aient l'information. On suit les procédures, on suit les règles légales en place. On s'est engagé à ça quand on s'est présenté, puis on le continue. Puis on a une équipe administrative qui nous appuie à 200% là-dedans. Puis les dossiers avancent, puis on est content. Vous avez vu le plan d'intervention qui est sur la table. Il y a beaucoup de choses à faire. On en a parlé, on en a fait état depuis 2 ans, 2 ans et demi. Là, on l'a mis sur papier. Vous l'avez entre les mains. Les expertises, les évaluations vont se faire. Puis on va vous faire des rapports. Puis on verra les priorités. Parce qu'il y a un budget où ça conservé à faire attention. Puis il faut y aller avec parcimonie, mais il faut le faire. Il faut avancer. Là. Donc, on n'a pas le choix. On est là-dessus. Puis on va continuer à travailler fort comme on le fait présentement. Puis on est fiers des réalisations qu'on fait pour vous autres. Pour les gens, les citoyens de Château-Richer. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Maintenant, nous sommes... Ah, M. Gagnon, OK. Au sujet, M. le maire, des études que vous parlez pour le mur, Oui. avant le début des travaux, ils ont foré des trous pendant à peu près une semaine. Je les entendais de chez nous, là, avec le marteau, là, pour aller chercher les carottes. OK. Ça servait à quoi, ces études-là? Si, genre, un an après, ils disent que c'est pas ça, on a fait erreur, c'est quoi? Ils ont fait erreur. J'ai pas eu les résultats de. Moi, je n'ai pas été dans ce fin détail-là, puis je peux pas vous répondre à cette question-là, mais on a eu des discussions à l'interne, on a eu des discussions avec la FQM, on a eu des discussions de l'entreprise aussi en même temps. Il y a des choses qui sont en cours présentement, en échange avec eux autres. On va régler ce dossier-là, j'espère, dans la satisfaction des citoyens. Puis on va s'assurer, on apprend de tout ça aussi en même temps. Hein. Fait que on va s'assurer que dans le futur, on ait fait, mettons, 2 vérifications plutôt qu'une pour s'assurer que ça, c'était une expérience, mais il y en a d'autres qui s'en viennent là, avec tous les travaux qu'il y a à faire. Fait que c'est sûr qu'il faut être de plus en plus vigilant pour faire attention. Puis il faut aussi à l'expertise que les gens nous apportent aussi. On n'a pas le choix, là, tu sais. Donc, Parce qu'on va payer une deuxième étude là, pour quelque chose qui aurait dû être... C'est sûr, le mandat était peut-être pas clair. Je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé. Mais normalement, il aurait dû vérifier la stabilité du sol. Ben, la première étude, il y avait peut-être un problème de mandat, mais non, on n'a pas eu. Hein. Mais non. Mais, tu sais, on peut trouver toutes sortes de raisons. Puis l'expertise qui a été faite, ça a coûté 10 000 la première expertise là, avec en globe. C'est 10 000 ça a coûté. Puis on est en discussion avec eux autres. Là. Fait qu'on verra, là, mais on va s'arranger que ça coûte le moins cher possible aux citoyens, on l'a dit tout à l'heure. Puis on verra qu'est-ce qui va se passer, mais le futur, puis l'évaluation, puis là, avec ce qui était fait, puis qu'est-ce qu'on a constaté, ben c'est sûr qu'on sait que le projet est plus d'envergure, mais on va agir en conséquence. C'est beau? Merci. Donc ça conclut la période de questions. Donc, nous sommes rendus au 15.1, qui est la levée de la séance ordinaire du 13 janvier. Donc, considérant que tous les sujets de l'autre jour ont été discutés, j'aurais besoin d'un proposeur ou d'une proposeuse. Je vais proposer. Donc, Mme Plot propose que la séance soit levée. Donc, ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup de votre présence. Merci.